Thomas Carter n'avait jamais vacillé. Depuis ses débuts dans le monde des affaires, il avait érigé sa vie sur les fondations solides de la logique et du contrôle. Chacune de ses décisions avait été pesée, chaque risque calculé, chaque projet mené d'une main de maître. Il ne croyait ni à la chance ni au destin. Il croyait à l'anticipation, à la stratégie, à la puissance du chiffre. Le chaos du monde pouvait bien emporter les autres, lui naviguer au-dessus de la mêlée, en homme lucide et froid. Sa fortune n'était pas née d'un héritage. Elle avait été bâtie pierre par pierre, grâce à sa volonté inébranlable et à son absence totale de concession. Pour Thomas, la vie était un jeu d'échecs à grande échelle, où seuls les esprits les plus aiguisés survivaient. Et il était l'un d'eux. Mais ce soir-là, sous la pluie fine qui inondait les artères lumineuses de Paris, le jeu lui échappa des mains. Il rentrait d'un dîner d'affaires, installé dans le confort silencieux de sa berline allemande. L'habitacle sentait le cuir neuf et l'assurance. Il roulait lentement, profitant du calme de l'avenue des Ternes. Un regard sur son téléphone, un soupir agacé, puis un flash aveuglant, une voiture déboula à vive allure de la rue perpendiculaire. Il n'eut pas le temps de freiner. Le choc fut brutal, comme un hurlement de métal broyé. Des éclats de verre volèrent dans l'air, son torse fut projeté violemment contre le volant. Un craquement sinistre lui vrilla la colonne. Puis ce fut le silence. Le vrai. Celui qui dévore. Quand il rouvrit les yeux, l'éclairage blanc et clinique de l'hôpital lui donna la nausée. L'odeur d'antiseptique, les voix étouffées des infirmiers, le bip régulier d'un moniteur, tout cela lui parut étranger, comme une scène figée dans un rêve cauchemardesque. Il voulut bouger. Mais rien. Ses jambes demeuraient inertes, comme si elles n'avaient jamais existé. Il essaya à nouveau, contractant ses muscles, retenant son souffle, attendant un miracle qui ne venait pas. La panique s'insinua lentement, puis en une vague soudaine, dévastatrice. Une porte s'ouvrit. Un homme entra. Blouse blanche, regard neutre, tablette à la main. « Monsieur Carter, dit-il d'un ton calme, nous devons parler de votre état. » Thomas serra les dents. Il comprenait déjà, au ton clinique, ce qui allait suivre. La fracture de votre colonne vertébrale est grave. Nous avons tenté toutes les options. Malheureusement, les lésions sont irréversibles. Le mot résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Irréversible. Il sentit le monde vaciller. Une fissure invisible venait de se former dans l'armure de son existence. Il fronça les sourcils, cherchant une échappatoire, une clause, un recours. Il y a bien des traitements, non? Des spécialistes à l'étranger. Je peux payer. Je paierai ce qu'il faut. Le médecin resta impassible. Une ombre de compassion traversa son regard. Ce n'est pas une question de moyens, monsieur Carter. Nous sommes allés au bout de ce que la médecine peut offrir. La moelle épinière est touchée. Vous ne remarcherez pas. Un froid glacial envahit ses entrailles. Il cligna des yeux, incrédule. Non. Ce n'est pas possible. Mais tout en lui savait que c'était vrai. Il le sentait dans le vide qu'étaient devenues ses jambes. Le soir même, seul dans la chambre, Thomas resta des heures à fixer le plafond, immobile. Le fauteuil roulant près du lit lui semblait une provocation. Il détourna les yeux. Il ne voulait pas le voir. Pas encore. Pas maintenant. Ce ne pouvait être la fin. Il refusait cette idée. Lui, l'homme invincible, n'allait pas se laisser abattre par un accident. Et pourtant, malgré toutes ses tentatives pour se convaincre, quelque chose avait changé. Une certitude s'était écroulée. Il ne contrôlait plus rien. Pas même son propre corps. Les jours passèrent. Identiques. Glaciaux. Il refusa les visites. Ignora les messages. Il se plongeait dans un silence qu'il croyait maîtriser, mais qui peu à peu l'étranglait. Seule une routine subsistait, chaque matin, il sortait. Il ne supportait pas l'idée d'être enfermé. Il allait seul, refusant toute aide, repoussant toute pitié. Il roulait lentement dans les rues parisiennes, observant ce monde qui continuait de tourner sans lui. Il regardait les gens courir, parler, rire. Il semblait si vivant, si éloigné de sa nouvelle réalité. Il n'était plus qu'un spectateur. Et puis, un matin, sur la place de la République, alors qu'un vent froid balayait les pavés, tout bascula à nouveau. Une main tira doucement sur la manche de sa veste. Une voix juvénile, claire,
Monsieur? Vous avez besoin d'aide? Il tourna la tête. Un garçon, 12 ans peut-être. Des vêtements usés, les cheveux en bataille, les yeux trop sérieux pour son âge. Thomas le fixa, méfiant. Je n'ai besoin de personne. Le garçon ne bougea pas. Il le regarda droit dans les yeux, avec une étrange assurance. Je peux vous faire marcher à nouveau. Le temps sembla se figer. Thomas éclata d'un rire sec, sans chaleur. Il avait entendu toutes sortes de stupidités, mais celle-ci les dépassait toutes. Un enfant des rues, porteur de miracles? Ridicule. Et comment comptes-tu t'y prendre, petit prophète? Le garçon haussa les épaules. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Mais si tu me laisses te montrer, peut-être que tu changeras d'avis. Thomas, piqué au vif, sentit monter une colère sourde. Qui était ce gamin? Un menteur, un arnaqueur? Pourtant, dans son regard, il n'y avait ni pitié, ni doute. Il voulut partir. Le laisser là, sur le trottoir, et ne plus jamais y repenser. Mais il n'y parvint pas. Quelque chose, une faille infime dans son cœur si rationnel, venait de s'ouvrir. Et la certitude de toute une vie s'ébranlait. Les jours suivants, Thomas tenta d'oublier ce garçon. Il se répéta qu'il s'agissait d'un imposteur, d'un gamin paumé qui cherchait à exploiter sa vulnérabilité. Rien de plus. Pourtant, le visage de l'enfant, son regard étrange, son ton dénué de pitié, revenait sans cesse hanter son esprit. Je peux te faire marcher à nouveau. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. C'était absurde. Thomas Carter ne croyait pas au miracle. Il n'avait jamais cru qu'en ses propres mains, ses propres chiffres, ses propres plans. Et pourtant. 3 jours plus tard, comme mu par une volonté extérieure, il retourna sur la place. Il se disait que c'était une simple curiosité. Qu'il voulait prouver à ce garçon qu'il avait tort. Qu'il le mettrait face à ses mensonges. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. Il cherchait autre chose. Il cherchait un espoir qu'il refusait de nommer. Julien était là. Comme s'il l'attendait. Adossé à un lampadaire, les mains dans les poches, le même sourire en coin. Un sourire qui narguait doucement sans jamais moquer. Je savais que tu reviendrais, dit-il simplement. Je ne suis pas revenu pour toi, grogna Thomas. Bien sûr que non, répondit Julien avec une ironie tranquille. Thomas le dévisagea, exaspéré. Ce gamin le mettait hors de lui. Trop calme. Trop sûr. Trop dérangeant. Tu as réponse à tout? Seulement aux bonnes questions. Thomas soupira, longuement. Hier, tu as dit que tu pouvais me faire marcher à nouveau. Alors prouve-le. Julien ne sembla pas surpris. Les miracles ne se produisent pas sur commande. Ce n'est pas un tour de magie. Ah, donc maintenant il y a des conditions? Ce n'est pas une question de règles. C'est une question de foi. Le mot claqua dans l'air. Foi. Un mot que Thomas avait toujours rejeté, relégué aux faibles, aux rêveurs. Mais ici, dans la bouche d'un enfant des rues, il résonnait autrement. Il était prêt à partir, tourner les roues de son fauteuil et mettre fin à cette mascarade. Mais Julien se plaça devant lui. Une chance. Donne-moi juste une chance de te montrer. Une seule. Thomas resta figé. Et si je refuse? Alors tu peux repartir, rester dans ton fauteuil, persuadé que ta vie est finie. Ou bien tu m'écoutes, et peut-être tu découvriras qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus grand que ton fauteuil. Un silence lourd s'installa. Thomas Carter était un homme de pari. Il avait misé sur des actions instables, investi dans des marchés en crise. Il savait reconnaître une proposition risquée. Mais jamais une mise n'avait autant ébranlé son fondement. Il fixa Julien. Très bien. Tu as 5 minutes. Une seule me suffira, dit le garçon. Et il se mit à parler. Julien raconta son histoire sans détour. Il avait été fauché par une voiture à l'âge de 7 ans. Les médecins avaient été formels, paralysie définitive. Rien à faire. Sa mère, cependant, avait refusé le verdict. Elle l'avait emmené voir un homme, un guérisseur. Pas un charlatan, dit Julien. Un homme qui n'avait rien demandé en retour. Qu'il avait simplement regardé, posé ses mains sur lui,
et dit, « Tu marcheras à nouveau, mais il faut que tu y crois. » Thomas étouffa un rire amer. « Et tu veux que je croie à cette fable ?» Julien haussa les épaules. « Je n'ai pas besoin que tu y crois. Je suis la preuve. » Le silence se fit. D'un geste fluide, Julien se leva. Marcha. Tourna sur lui-même. Je ne pouvais pas faire ça. Pas avant. Thomas ne dit rien. Il voulait rejeter tout cela, le traiter de menteur, de manipulateur. Mais son esprit refusait de coopérer. Une petite fissure dans sa logique résistait. Tu veux que je croie qu'un inconnu t'a guéri d'un simple toucher? Je veux que tu viennes le voir. Le reste ne dépend pas de moi. Thomas serra les dents. Il avait envie de partir. Mais il était déjà trop loin pour reculer. Il réfléchit un instant, puis tendit un piège. Très bien. Je viens. Mais on va faire un marché. Si ce guérisseur existe réellement, et s'il parvient à faire ce que tu prétends, alors je ferai un don. Un vrai. De quoi aider ta communauté. De quoi ne plus jamais avoir à mendier. Julien haussa un sourcil, intrigué. Et si c'est une arnaque? Ajouta Thomas. Tu me laisses tranquille. Plus jamais je ne veux entendre parler de toi. Le garçon ne broncha pas. Il tendit la main. Marché conclu. Thomas hésita. Quelque chose dans l'assurance du garçon le perturbait. Ce n'était pas du bluff. C'était autre chose. Une vérité que lui-même n'arrivait pas à lire. Il serra la main. Le pari était lancé. Ils partirent ensemble le lendemain matin. Julien le guida hors de la ville, dans un coin oublié de la banlieue sud. Le décor changea. Moins de béton. Plus de silence. Une étrange communauté vivait là, entre modestes bâtisses en bois et chemins de terre. Thomas se sentit immédiatement étranger. Les regards des gens posés sur lui n'étaient pas curieux. Ils semblaient savoir. Comme s'ils l'attendaient. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il, méfiant. « Des gens comme toi. Qui ont cru que tout était fini. Et qui ont découvert autre chose. » Une femme âgée s'approcha. Ses yeux, clairs et intenses, fixèrent Thomas. « Vous êtes celui qui ne croit pas au miracle, n'est-ce pas? Comment savez-vous qui je suis? » Ici, on sait. Il roula des yeux. « Super, encore des devinettes. » Moi non plus je n'y croyais pas, dit-elle. J'étais aveugle. Les médecins avaient dit que je ne reverrais jamais. Et pourtant, je vous regarde. Thomas la fixa, interdit. Ses yeux étaient limpides. Vivants. Aucun doute. C'est impossible. Mais autour de lui, d'autres vinrent. Un homme qui disait avoir vaincu un cancer terminal. Une adolescente autrefois muette. Une femme stérile, aujourd'hui enceinte. Le doute, encore diffus dans l'esprit de Thomas, se changea en tourment. Tout ce qu'il voyait allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris, vécu, construit. Il n'avait jamais eu aussi peur. Et pourtant, il restait. Car il n'était plus sûr de rien. La salle était modeste, presque dépouillée. Pas de machine, pas d'écran, pas d'équipement médical dernier cri. Juste des bougies disposées sur de simples autels, une odeur d'herbe brûlée flottant dans l'air, et des dizaines de regards suspendus au moindre geste. Thomas était au centre, dans son fauteuil, entouré de silence. Tout en lui criait qu'il n'avait rien à faire ici. Et pourtant, il n'était pas parti. Julien se tenait près de lui, plus calme encore que d'habitude. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à rappeler à Thomas pourquoi il était là. Le guérisseur entra. Un homme d'une cinquantaine d'années, à la silhouette discrète, vêtu de vêtements sobres. Il n'y avait rien d'extraordinaire en lui. Aucun artifice. Aucune aura mystique. Juste un regard calme, insondable, presque doux. « Monsieur Carter, dit-il d'une voix posée. Vous êtes venu chercher des réponses. » Thomas croisa les bras. « Je suis venu parce que j'ai fait un pari. »« Non, » murmura l'homme avec un sourire. Vous êtes venu parce qu'une part de vous a commencé à croire. Même si vous refusez de l'admettre. Thomas détourna le regard, agacé. Je ne crois pas au miracle. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il n'avait pas de réponse.
Ou du moins, pas une qu'il acceptait. Le guérisseur s'approcha. Il ne posa pas de diagnostic, ne posa pas de questions. Il se contenta de poser doucement ses mains sur les épaules de Thomas. Un frisson monta le long de son dos, instinctif. Une sensation étrange. Non douloureuse. Pas rassurante non plus. Juste, différente. Puis l'homme ferma les yeux. Il commença à murmurer, dans une langue que Thomas ne reconnaissait pas. Ses mains bougeaient lentement, comme s'il canalisait quelque chose d'invisible. L'air semblait se charger, devenir plus dense. Thomas sentit une chaleur sourde parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'était pas violent. Pas miraculeux. Une simple chaleur, douce, rampante. Il ferma les yeux une seconde. Une fraction de seconde. Et dans ce laps de temps, une chose infime se produisit, une sensation. Là, dans ses jambes. Il les sentit. Juste un picotement. Une vibration. Rien de spectaculaire. Mais c'était réel. Il tenta de bouger. Rien. Toujours paralysé. Les jambes restaient muettes. Et cette réalité s'abattit sur lui comme un coup près. La colère monta. Il repoussa violemment les mains du guérisseur, tourna brutalement son fauteuil, et hurla. C'est fini. Le silence se brisa. Une arnaque. Vous tous. Un décor bien ficelé, des histoires inventées, un espoir factice. Voilà ce que c'est. Le guérisseur resta immobile. Julien s'approcha. Thomas, attends. Non. Sa voix fusa comme un coup de fouet. Vous avez perdu. J'ai voulu y croire une minute. Une minute. Et maintenant je me sens comme un imbécile. Plus jamais ça. Il tourna son fauteuil et quitta la pièce sous le regard figé de tous les autres. Certains semblaient tristes. D'autres, résignés. Mais personne ne tenta de le retenir. Julien, lui, resta immobile. Il savait. La nuit fut longue. Allongé dans son lit, Thomas Carter fixait le plafond comme s'il allait lui livrer une réponse. Mais aucune logique ne venait. Aucune vérité scientifique ne parvenait à apaiser ce tumulte. Il voulait effacer cette journée. Oublier ces visages. Ces mots. Ce frisson. Et pourtant, il le sentait encore. Ce picotement. Une sensation ténue mais persistante. Était-ce un rêve? Un résidu nerveux? Un artefact de son imagination? Il refusait d'y croire. Et pourtant, son esprit revenait sans cesse à cet instant. La chaleur. Le contact. Le frisson. Il s'assit difficilement sur le bord du lit. Il regarda ses jambes. Et pour la première fois depuis des années, il les sentit. Vraiment. Pas un mouvement. Pas un miracle. Mais une présence. Quelque chose d'endormi, qui recommençait lentement à exister. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration, et posa ses mains sur ses genoux. Ils étaient là. Il les touchait. Mais maintenant, il les sentait aussi. Un souffle échappa à ses lèvres. Ce n'est pas possible. Et pourtant. Le doute, ce poison pour un homme comme lui, s'infiltrait de plus en plus profondément. Il tenta de rationaliser, de repousser l'idée, de se dire qu'il avait imaginé tout cela. Mais il n'y parvenait plus. Car le doute était plus fort que la logique. Le lendemain, à l'aube, il remonta dans sa voiture, conduisant avec lenteur, jusqu'à ce lieu qu'il avait quitté en furie la veille. Il revint. Les regards changèrent à son retour. Ce n'était plus la curiosité qui l'accueillait. C'était une forme d'attente tranquille. Une certitude silencieuse. Il sentit le poids de tous ses yeux sur lui, mais cette fois, il n'en avait plus peur. Julien apparut quelques instants plus tard, main dans les poches, sourire doux. « Je savais que tu reviendrais, dit-il simplement. »« Je ne suis pas là pour toi, » répondit Thomas, les mâchoires serrées. « Bien sûr que non. » Un silence. Puis Thomas ajouta, à mi-voix. « J'ai senti quelque chose, Julien. Dans mes jambes. Une vibration. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne peux pas l'ignorer. » Julien acquiesça sans dire un mot. Il tourna les talons, puis fit un geste de la main.
Alors viens. Le vrai travail commence maintenant. Thomas le suivit, en silence. Et pour la première fois, il n'essayait plus de comprendre. Il venait pour ressentir. Le vent soufflait doucement entre les murs de la communauté. L'air portait une odeur de bois, de fleurs et de pluie. Thomas Carter pénétra une seconde fois dans la salle où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait plus de colère dans ses gestes. Plus de scepticisme affiché. Seulement une tension silencieuse, presque sacrée. Le guérisseur l'attendait. Il ne dit pas un mot. Il inclina simplement la tête, puis posa à nouveau ses mains sur les jambes de Thomas, comme s'il reprenait une partition interrompue. « Êtes-vous prêt » demanda-t-il. Thomas hésita. Il n'était pas sûr de ce que cela voulait dire. Prêt à marcher? Prêt à changer? Prêt à croire? Il hocha simplement la tête. Faites ce que vous avez à faire. Les mains se posèrent. Et comme la fois précédente, l'air sembla se densifier. Les bougies vacillèrent légèrement. Une chaleur familière parcourut lentement la colonne vertébrale de Thomas, mais cette fois, elle ne s'arrêta pas. Elle grandit. Elle pulsa. Elle s'étendit dans tout son corps. Il sentit ses muscles se tendre. Ses doigts s'enfoncèrent dans les accoudoirs du fauteuil. Sa respiration s'accéléra. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait exploser. Et puis, un frémissement. Minuscule. Fragile. Mais réel. Ses jambes. Elles avaient bougé. Un murmure parcourut la salle. Personne ne cria. Personne ne s'exclama. Le silence était dense, respectueux, comme si chacun comprenait que le moment n'appartenait qu'à lui. Julien s'agenouilla à ses côtés. Il posa une main sur l'accoudoir. « Allez, Thomas. Tu peux le faire. » Thomas hocha la tête, submergé. Il regarda ses jambes, encore tremblantes. Des jambes qu'il avait pleurées. Détestées. Oubliées. Il essaya de se lever. Les muscles protestèrent. Le corps tout entier lutta contre lui. Il avait l'impression que son squelette allait s'effondrer. Mais il s'accrocha. Il serra les dents. Il poussa. Et lentement, très lentement, il se leva. Un pas chancelant. Faible. Puis un autre. Julien sourit, les yeux brillants. Tu marches. Thomas avait les larmes aux yeux. Il ne savait pas si c'était la douleur, l'épuisement, ou quelque chose de plus ancien. Il marcha quelques mètres, guidé par une force qu'il ne comprenait pas, puis s'écroula dans les bras de Julien, épuisé. Le garçon le soutint, sans dire un mot. Ce n'était pas seulement son corps qui marchait. C'était son âme. Dans les semaines suivantes, Thomas resta dans la communauté. Il ne voulait plus fuir. Il voulait comprendre. Parler avec ces gens. Entendre leurs histoires. Il voulait surtout se souvenir. Se souvenir de qui il était devenu. Chaque jour, il recommença à apprendre. Apprendre à marcher. À tomber. À se relever. À écouter. À tendre la main. Il se lia avec les habitants, partagea leurs repas, leurs joies simples, leurs doutes aussi. Il découvrit que le monde ne tournait pas uniquement autour des contrats et des bilans comptables. Un matin, alors qu'il aidait un vieil homme à tailler du bois, il sentit quelque chose de nouveau éclore en lui. La paix. C'était cela qu'il avait fui toute sa vie. Ce silence apaisé. Ce temps qui ne sert à rien d'autre qu'à être. Et puis, un soir, en regardant Julien allumer les lanternes du centre, Thomas comprit. Il ne pouvait pas repartir sans rien faire. Il avait été sauvé. Et il devait à son tour offrir cette chance à d'autres. Quelques mois plus tard, la presse fit écho à une annonce inattendue, le milliardaire Thomas Carter lançait une fondation dédiée à l'espoir, à la reconstruction physique et mentale des personnes oubliées par le système de santé traditionnel. Le Centre Carter pour la réhabilitation et l'espoir ouvrit ses portes non loin de la communauté. Un lieu unique, mêlant médecine, accompagnement psychologique, pratiques alternatives, et surtout, écoute. Ce fut un projet immense. Une œuvre de rédemption. Julien en devint le cœur battant. Il refusa d'être appelé un miraculé. Il n'était pas un mythe. Il était un enfant qui avait cru, et qui avait fait croire. À Thomas. À d'autres.
Lors de l'inauguration, Thomas prononça un discours sobre, les yeux embués. Ce lieu est dédié à tous ceux qui, un jour, ont cru qu'il n'y avait plus rien à attendre. J'en ai fait partie. Mais parfois, ce que l'on croit être la fin, n'est qu'un début. Julien était assis au premier rang. Il ne souriait pas. Il écoutait. Intensément. Et il savait que leur lien n'était pas le fruit du hasard. Ce soir-là, sur le balcon du centre, Julien regardait les lumières de la ville. Thomas le rejoignit, une tasse de thé à la main. « Tu penses repartir ?» demanda-t-il. Julien haussa les épaules. « Je vais là où le vent me pousse. C'est comme ça que j'ai toujours vécu. » Thomas resta un instant silencieux. Puis il posa sa main sur l'épaule du garçon. « Pas cette fois. Cette fois, tu restes. Tu es chez toi ici. » Julien le regarda, surpris. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, il glissa. « Tu sais, je n'ai jamais eu de famille. »« Tu en as une maintenant, » répondit Thomas. Ils restèrent là, immobiles, à regarder la nuit. Le vrai miracle n'avait pas été dans les jambes de Thomas. Il était dans cet instant. Ce lien. Cette paix. Et dans le cœur d'un homme qui avait enfin appris à vivre.